Merci Johanna. En effet, bonjour à tous. Bonjour Dominique de Villepin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de la guerre en Ukraine, on va parler du budget pour la France. Mais d'abord, une question pour commencer. Les téléspectateurs nombreux de Télématin ce matin ont-ils devant eux l'ancien Premier ministre ou le futur candidat à l'élection présidentielle ? Les métamorphoses s'opérer. Il faut du temps pour passer de l'un à l'autre. Il faut qu'elles s'opèrent. Mais mon engagement est total. Un engagement pour la France, il n'est pas nouveau, il est ancien. Et je ressens comme un devoir personnel et politique le fait de m'avancer davantage sur la scène nationale pour défendre les valeurs qui sont les miennes à un moment tragique, je crois, pour Jusqu'à l'histoire l'élection de notre pays. présidentielle. Nos confrères de RTL disaient hier que les choses s'accéléraient de votre côté, avec des promesses de parrainage, avec un quartier général. Elle s'accélère en effet, quartier général, correspondant dans l'ensemble des départements. Il s'agit de se mettre en état de marche, car j'ai la conviction que la bataille de 2027 sera sans doute la bataille la plus forte, la plus spectaculaire que nous ayons connue depuis des décennies, tout simplement parce que l'enjeu est incommensurable. C'est le destin de la France, c'est la souveraineté française, c'est la liberté de notre pays, et c'est la République et la démocratie qui sont en jeu. Ça mérite un engagement fort, déterminé et convaincu. On en vient à cette journée de mobilisation contre le projet de budget du gouvernement, à l'appel de la CGT, de FSU ou encore de Solidaires. Ils se disent inquiets. Est-ce que vous partagez leur inquiétude d'un budget qu'ils qualifient d'injuste socialement ? Nous sommes à un moment de vérité pour le budget. D'abord, aurons-nous un budget avant le 31 décembre ? Le PLFSS, le projet de loi de finances pour la sécurité sociale, est présenté aujourd'hui. Deuxième lecture aujourd'hui. Deuxième lecture, ils ont jusqu'au 9 décembre. Et puis, il reste le budget de l'État qui sera par la suite à être discuté. Donc, tout ceci constitue effectivement un enjeu important. On a le sentiment que tous les débats qui ont lieu jusqu'ici ne font que éternellement recommencer, sans que rien de construit n'apparaisse. Sébastien Lecornu dit qu'un compromis était possible. Il dramatise un peu la situation en disant le vrai danger au fond, ce serait de ne pas avoir de budget. Il a raison. Et il a raison. Il s'agit de savoir si les socialistes qui ont accepté de discuter, accepté de faire des propositions tout au long des dernières semaines, voteront ou pas ce budget, s'abstiendront. On a le sentiment que le 49.3 qui a été laissé de côté serait souhaité par un certain nombre de parlementaires sur les bancs de l'Assemblée pour ne pas porter la responsabilité d'un budget qui, par définition, fait toujours des mécontents. Un budget, ça ne peut pas satisfaire tout le monde. Et puis, il y a la majorité. Central, voilà. Et puis, il y a la majorité, le bloc central. Qui ne sont pas les plus fidèles soutiens. Qui hésitent également. Et il s'agit de savoir ce qu'ils feront. Donc, vous hésiteriez, Sébastien Lecornu fait son travail. À tous les autres sur les bancs nationales de le faire aussi. Je crois que à partir d'un certain moment, à partir d'un certain nombre d'heures de débat, il est temps de siffler la fin de la récréation. Et je pense que le Premier ministre pourrait solliciter l'ensemble des présidents de commission de l'Assemblée nationale et de groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat pour se réunir et décider le compromis qu'il faut faire. Vous voyez, depuis le départ, il y a une sorte de péché qui a été commis dans cette affaire. Le compromis politique n'a pas eu lieu. Avant même la formation du gouvernement, il aurait fallu savoir sur quoi les partis politiques qui acceptent de gouverner s'entendent et faire un compromis. Il y a eu des consultations. Il y a eu des consultations. Il n'y a pas eu de compromis. Il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale de confiance. Or, il faut maintenant trouver ce compromis. Sébastien Lecornu se bat pour avoir sur 5 grands dossiers ce compromis aujourd'hui. Je pense que c'est dans le cadre de la rencontre entre les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat que ce compromis peut être trouvé. Mais c'est un principe de responsabilité politique. Les Français sont en droit d'attendre de leurs élus qu'ils prennent cette responsabilité pour donner à la France un budget. Et il ne s'agit pas seulement de donner à la France un budget. Il s'agit d'écrire une trajectoire pour les 4-5 prochaines années de façon à revenir à la situation de moins de 3% de déficit. Formulé ce matin. Absolument. Malheureusement, les sujets sont nombreux, on doit avancer. À l'étranger, l'armée russe revendique la prise de Pokrovsk, alors que les émissaires de Donald Trump rencontrent aujourd'hui Vladimir Poutine en Russie. Le président russe est-il prêt, a-t-il intérêt à faire une concession? Vous savez, les images parfois parlent plus fort que les mots. Et nous avons 2 images aujourd'hui qui vont se télescoper. Celle d'hier, Volodymyr Zelensky à Paris, reçu à l'Élysée par le président Macron, téléphonant à la terre entière, à tous les Européens, au secrétaire général de l'ONU. L'image
d'un président ukrainien dans la tourmente tragique, face à un choix terrible, et qui demande une chose, la paix dans la dignité. Nous savons ce que c'est que faire la paix ou devoir signer un cessez-le-feu, une armistice dans des conditions de contrainte. C'est ce que nous avons fait lors de la guerre de 1870. Nous avons perdu l'Alsace-Lorraine et une autre guerre est surgie quelques décennies plus tard. Aujourd'hui. Et encore une paix ratée, une autre guerre après. Autre image, Steve Witkoff qui va rencontrer le président Poutine. 6e fois en moins d'1 an. À Moscou. Et là, c'est pas l'image d'une tragédie, c'est l'image d'une comédie, d'un envoyé spécial du président américain qui, lui, joue le jeu de la Russie. Vous ne faites pas confiance aux Américains à ce stade? Ce n'est pas une question de faire confiance. On a compris que les Américains voulaient tordre le bras de l'Ukraine. Encore faut-il arriver à une paix juste, à une paix qui respecte les règles internationales et qui ne récompense pas l'agression russe, et une paix qui ne soit pas une paix en forme de deal pour faire des affaires. Il s'agit de la vie d'un peuple. Il s'agit de la sécurité de l'Europe. Vous craignez que les Américains soient trop conciliants avec le Kremlin? Mais je crains que les Américains ne regardent pas en face les véritables enjeux. Ce qui se joue, c'est l'avenir de l'Europe. Et nous jouons aussi notre avenir dans ce qui pourrait être une très mauvaise paix conduisant à une nouvelle guerre d'ici quelques années. Donc nous avons intérêt à ce qu'il y ait une véritable paix. Je pense d'ailleurs que le cessez-le-feu est plus approprié parce qu'il s'agit de ne pas passer par pertes et profits des territoires qui appartiennent à l'Ukraine aujourd'hui. Est-ce que Volodymyr Zelensky, donc geler les choses sur le terrain, et trouver des garanties de sécurité qui ne soient pas de simples accompagnements, qui soient crédibles. Et c'est là où les Américains ont une part de l'effort à faire, et c'est là où les Européens doivent offrir aussi une trajectoire à l'Ukraine dans ce qui est les relations de l'Ukraine avec l'Union européenne et la reconstruction de leur pays. Est-ce que le président ukrainien est aujourd'hui le mieux placé aujourd'hui pour faire cela? On a vu qu'il y a un scandale de corruption qui éclabousse ses proches. C'est intéressant ce que vous dites, parce que ça montre bien qu'il y a un double terrain sur lequel se joue aujourd'hui la partie. Il y a le terrain militaire, vous avez dit clairement la perte de Pokrovsk, les Russes continuent de grignoter une part du territoire ukrainien, et puis il y a le terrain politique. Et c'est là où Vladimir Poutine a une stratégie jusqu'au-boutiste. Il ne cédera rien. On ne sait même pas aujourd'hui si tout ce qui lui serait accordé serait suffisant pour satisfaire Vladimir Poutine. La partie donc se joue sur le terrain politique, profitant du scandale de corruption que nous connaissons en Ukraine et qui est une façon de fragiliser Volodymyr Zelensky. Le départ de Volodymyr Zelensky pourrait ouvrir la voie à un président fantoche en Ukraine qui, lui, accepterait alors la mainmise russe. Et la partie serait jouée, perdue sur le terrain militaire, perdue sur le terrain politique et totalement perdue pour les Européens. Dernière question, vraiment, il nous reste 30 secondes. Emmanuel Macron s'envole pour la Chine. Pour une visite d'État, est-ce que Xi Jinping peut apporter son soutien pour essayer de corriger la trajectoire russe ? Il faut le souhaiter, mais nous le demandons depuis plusieurs années sans succès. Il y a autre chose qui se joue dans cette visite. C'est la défense de la souveraineté européenne et de la souveraineté française, la mise en place de systèmes de protection économique pour l'Europe et pour la France, un Made in Europe qui nous permettrait de faire face à l'avalanche de produits chinois qui se déversent sur l'Europe. Nous devons trouver le bon point d'équilibre pour que nos intérêts respectifs soient défendus. Pour cela, le dialogue est nécessaire et je me réjouis que Emmanuel Macron se rende à Pékin aujourd'hui dans cet esprit. Merci Dominique de Villepin d'être passé par les 4V ce matin.